Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le corrigé de l'examen 2019-2020, session ordinaire de l'algèbre 2 de la faculté des sciences de Meknès. Alors voilà l'examen, il est affiché à l'écran devant vous. Essayez de recopier l'examen et essayez de le faire avant de me suivre. Alors, on commence par les questions de cours. On commence par les questions de cours. Alors, on doit définir c'est quoi une transposition. Une transposition de Sn est une permutation sigma de Sn qui échange deux éléments distincts E et G en laissant tous les autres inchangés. C'est-à-dire c'est une permutation qui change seulement deux éléments. Notez bien qu'une permutation de Sn est une application bijective de l'ensemble. C'est une application bijective de l'ensemble 1, 2 jusqu'à N vers l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. Ça, c'est une permutation. Alors, les permutations, ce sont les applications bijectives de l'ensemble 1 jusqu'à N vers l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. Alors, une transposition de Sn est une permutation qui échange seulement des éléments distincts en laissant tous les autres inchangés. C'est-à-dire qu'il existe E différentes de G appartenant à 1, 2 jusqu'à N, tel que phi de I égale à G, alors elle change I par G, et quel que soit K appartient à l'ensemble 1, 2 jusqu'à N moins les deux éléments et G, phi de K égale à K lui-même. Un exemple pour bien comprendre, alors cette permutation, 1 est inchangé, 2 est changé avec 7, 3 inchangé, 4 inchangé, 5 inchangé, 6 inchangé, 7 est changé avec 2 et 8 est inchangé. Alors ça, c'est une permutation qui change seulement deux éléments. Alors c'est une transposition, on le note de 7. C'est-à-dire c'est une permutation qui change les deux éléments de 7. Alors, 2, l'image de 2 et 7, et l'image de 7 et 2. Alors, pour la deuxième question de cours, alors, théorème de la division euclidienne sans démonstration. Alors, soit K encore commutatif, A, B de polynôme A appartient à Kx et B appartient à Kx et 3, c'est-à-dire que B non nul. Alors, il existe unique couple qui est R de polynôme de Kx fois Kx tel que A égale cube B plus R, et n'oubliez pas la condition nécessaire telle que degré de R il est inférieur à degré de B. On passe maintenant à l'exercice 1. Alors pour l'exercice 1, soit j'ai un groupe dont la loi notait multiplicativement et d'éléments neutres E. On note par x, y le composé de x et y, et x moins 1 l'inverse de x. Hôte de G, on désigne par hôte de G l'ensemble des endomorphismes bijectifs sur G, c'est-à-dire les automorphismes sur G. Automorphisme, c'est un endomorphisme sur G qui est bijectif. Alors, on doit montrer que l'ensemble hôte de G mené de la loi de composition des applications est un groupe. D'après l'indication donnée à l'exercice et le fait que l'ensemble des applications menées de la loi de composer est un groupe, alors, pour montrer que l'hôte de G est un groupe, il suffit de montrer que l'hôte de G est un sous-groupe de l'ensemble des applications sur G. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble des applications endomorphismes bijectifs, c'est-à-dire l'ensemble des automorphismes, est une partie de l'ensemble des applications sur G. D'accord?
Alors, donc, il suffit de montrer que lot de G est un sous-groupe de groupe des applications. Alors, pour cela, on aura trois conditions. Premièrement, on a lot de G est différent l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que l'identité, l'automorphisme identité appartient à lot de G. D'accord? Parce que l'application identité est un endomorphisme qui est bijectif. Maintenant, soit F et G deux automorphismes, alors on montre que F rang G appartient aussi à l'automorphisme de G, c'est-à-dire que l'autre de G est stable par la loi de composé. Alors, soit F et G deux automorphismes de G, montrant que F rang G appartient à l'autre de G. On a, premièrement, on montre que c'est un endomorphisme, que l'application F rang G est un endomorphisme, c'est-à-dire F rang G, quel que soit x, y appartenant à G, on a F rang G de x, y, c'est F de G de x fois G de y. Pourquoi? Parce que G appartient à l'autre de G, c'est-à-dire que c'est un endomorphisme bijectif, alors G de x, y, c'est G de x fois G de y. Donc c'est F de G de x fois G de y. Et puisque F appartient à l'autre de G, alors il vérifie la condition d'endomorphisme. Donc on aura que c'est F de G de x fois F de G de y. Donc c'est F rang G de x fois F rang G de y. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que F rang G x, y égale à F rang G de x fois F rang G de y. Alors, ce qu'on a montré ici implique que F rang G est un endomorphisme sur G. Alors, il ne reste que montrer que F rang G est un application bijective. Alors, on peut dire seulement une phrase, on sait que le composé de deux applications bijectives est une application bijective, alors F rang G appartient à l'autre de G. Mais moi, j'ai fait la démonstration pour les hommes qui veulent voir comment on montre que F rang G est un bijectif. Le composé de deux applications bijectives est une application bijective. Alors, comme j'ai dit, ici, il suffit de dire que puisque F et G sont deux applications, sont deux endomorphismes bijectifs, alors F rang G est un endomorphisme bijectif, alors ce qui montre que F rang G appartient à l'autre de G. Moi, j'ai fait la démonstration. Alors, j'ai montré que F rang G est injectif, puis j'ai montré qu'il est surjectif. Soit x, y appartenant à G tel que F rang G de x égale à F rang G de y, alors cela équivalent que F de G de x égale F de G de y. L'injectivité de F, puisque F rend F de G de x égale à F de G de y, l'injectivité de F n'ont donc que G de x égale à G de y. Et l'injectivité de G n'ont donc que x égale à y, donc F rang G est injectif. D'accord? Alors l'application, on peut déduire que le composé de deux applications injectives est une application injective. D'accord? Maintenant la surjectivité. Soit y appartient à G. D'accord? Alors cherchons, est-ce qu'il y a un antécédent x tel que F rang G de x égale à y? Alors soit y appartient à G, la surjectivité de F implique qu'il existe un antécédent Z dans G tel que F de Z égale à Y. Pourquoi? Parce que F est surjectif. Alors, quel que soit Y appartient à G, l'ensemble d'arrivée, il existe un antécédent Z dans l'ensemble des deux parts tel que F de Z égale à Y. Alors, on n'aura que F. Alors, Z appartient à G. L'injectivité de G, puisque Z appartient à G,
l'injectivité de G implique qu'il existe X appartient à G, tel que G de X égale à Z. C'est-à-dire Z a un antécédent par la fonction, par l'application G. Alors, on remplace Z par J de X, on trouve qu'il existe X appartient à G et que f rond G de X égale à Y. C'est-à-dire, quel que soit Y appartient à G, l'injectivité de f et l'injectivité de G entraînent qu'il existe un antécédent tel que f rond G de X égale à Y, c'est-à-dire que f rond G est surjectif. Alors aussi, on peut conclure que le composé de deux applications surjectives est une application surjective. Donc, on conclut que f rond G appartient à l'autre de G. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez seulement dire que puisque f rond G est le composé de deux fonctions bijectives, de deux applications ou bien deux endomorphismes bijectifs, alors c'est un endomorphisme bijectif. Par suite, f rond G appartient à l'autre de G, sans faire la démonstration. D'accord? Moi, je l'ai fait pour les gens qui veulent savoir comment montrer ça. Alors, troisième point, on montre que quel que soit f appartient à l'autre de G, f-1 aussi appartient à l'autre de G. Alors, soit f appartient à l'autre de G, alors if est un endomorphisme bijectif, puisque alors l'application réciproque d'une application bijective est une application bijective. D'accord? Alors f bijectif implique que f-1 aussi bijectif. Alors il reste qu'à montrer que f-1 est un endomorphisme. D'accord? Soit x, y appartenant à G. Donc puisque f-1 est bijectif, il existe unique x', y', tel que f-1 de x égale à x' et f-1 de y égale à y'. Donc, f-1 de xy, c'est f-1. Alors, on a f-1 de x égale à x', c'est-à-dire que x égale à f de x'. f-1 de x égale à x', c'est-à-dire que x égale à f de x'. J'ai remplacé x par f de x', y par f de y'. Alors, puisque f appartient à l'autre de G, c'est-à-dire c'est un endomorphisme, alors f de x' fois f de y', c'est f de x' fois f de y'. Alors, f-1 de f de x', y', c'est l'identité, donc c'est x', y'. X', c'est f-1 de x et y' c'est f-1 de y. Alors on a montré que f-1 de xy égale f-1 de x fois f-1 de y. Alors f-1 appartient à l'autre de G. Pourquoi? Parce que c'est un endomorphisme qui est bijectif. Conclusion, l'autre de G est un sous-groupe de l'ensemble des applications sur G. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, soit A un élément de G, on considère l'application f A de G vers G tel que l'image de x par f de A et AX à moins 1. C'est-à-dire AX à moins 1, c'est l'image FA de x égale AX à moins 1. Donc on doit montrer que f de A est un endomorphisme. C'est-à-dire on montre que f A de x, y, c'est f A de x renvoie f A de y. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Soit x, y, on prend deux éléments x, y de G. On a f A de x, y, si, alors d'après si A, x, y fois A moins 1. D'accord? Alors, je multiplie au milieu par A-1A. A-1A, c'est l'élément neutre. Alors, si je multiplie par l'élément neutre, alors c'est comme que rien fait. Donc, je multiplie par A-1A. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai AX A-1, AX A-1 fois AY A-1.
qu'est-ce que ça veut dire AX à moins 1? C'est FA de X. Et qu'est-ce que ça veut dire AY à moins 1? C'est F de AY. Donc, on a trouvé que FAXY égale FAX, FAY. Donc, FA est un endomorphisme sur G. Deuxième question, deuxième point dans la deuxième question, on considère l'application F de G vers l'autre de G, vers l'ensemble des automorphismes des G. D'accord? Alors, suivez-moi bien, s'il vous plaît. F est une application de G vers l'ensemble des applications automorphismes. D'accord? L'image d'un élément A est une application automorphisme. L'image d'un élément A de G nous donne une application automorphisme, telle que cette application FA est une application automorphisme de G vers G, telle que l'image de X par FA et AX à moins 1 d'après ce qu'on a défini ici, FA. Donc on doit montrer que F est un homomorphisme. C'est-à-dire que FA de B, notez bien que FA de B est une application. D'accord? FA de B est une application parce que F est une application qui fait associer chaque élément de G par une application automorphisme dans l'ensemble haute de G. Alors on doit montrer que FAB égale à FA rond F de B. D'accord? Alors on a quel que soit X appartient à G, l'application FAB est une application. D'accord? Est une application qu'on doit montrer qu'il est homomorphisme. Alors, FA de B de X, c'est FAB de X. Alors, d'après la définition ici de F de A, c'est AB fois X, AB moins 1. C'est AB, à la place de A, on a AB fois X, AB moins 1. D'accord? AB, X, AB moins 1. Donc, c'est ABX et AB moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire AB moins 1? C'est B moins 1, A moins 1. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire BX, B moins 1? BX, B moins 1. D'après ce qu'on a défini ici, c'est FB de X. Donc, BX, B moins 1, c'est FB de X. Donc, on trouve que A, FB de X à moins 1. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire A, FB de X à moins 1? Qu'est-ce que ça veut dire A, FB de X à moins 1? C'est F de A de FB de X. D'accord? C'est F de A de FB de X. Donc, si F de A de X rend F de B de X. F de A, c'est l'image par F de A. Donc, c'est F de A de X rend F de B de X. Et ceci, quel que soit X. Donc, on n'aura que l'application F de AB égale l'application F de A rend l'application F de B. Donc, F est un homomorphisme de G vers l'autre de G. Maintenant, on calcule le quart de F. Qu'est-ce que ça veut dire le quart de F? C'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui vérifions que F de A égale à l'élément neutre de l'autre de G. Et qu'est-ce que ça veut dire l'élément de l'autre de G? C'est l'identité. Donc, c'est l'ensemble des éléments de A tel que l'application F de A, parce que F de A est une application. Notez ça bien. Égale à l'identité, c'est-à-dire l'ensemble des éléments A appartenant à G, tels que F de A de X, F de A, c'est FA. De X égale à X, quel que soit X appartenant à G. Pourquoi? Parce que F de A doit être une application identité. Et FA de X, c'est AX à moins 1 égale à X, et ceci, quel que soit X appartenant à G. Donc, c'est l'ensemble des éléments A appartenant à G
tel que AX égale XA, et ceci, quel que soit X, appartient à G. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, le quart de F, c'est l'ensemble des éléments A qui commutent avec tous les éléments X de G. D'accord? Les éléments de A, le quart de F, ce sont les éléments de G qui commettent avec tous les éléments X de G. D'accord? C'est un ensemble non vide. Pourquoi? Parce qu'on a l'élément neutre. L'élément neutre commet avec tous les éléments de G. Pourquoi? Parce qu'on a E de X égale à X de E, quel que soit X appartenant à G. Donc E appartient à quart de F. D'accord? Chaque élément de G qui commet avec tous les éléments de G est un élément de quart de F. On passe à la dernière question dans l'exercice 1. Pour la troisième question, soit H, alors on ne désigne pas cette notation, H est le sous-groupe de G, soit H un sous-groupe de G et A un élément de G. On note par AH A-1 l'ensemble défini par AH petit h A-1 tel que H appartient à l'ensemble H. Alors on doit montrer que AH A-1 est un sous-groupe de G. Alors on va utiliser deux méthodes. Alors si on remarque que FA est un endomorphisme et l'image d'un sous-groupe par un endomorphisme ou bien un homomorphisme est un sous-groupe de l'ensemble d'arrivée. L'image d'un sous-groupe de l'ensemble des départs est un sous-groupe de l'ensemble d'arrivée. Alors qu'est-ce qu'on a? On a FA de H. FA de H, c'est l'ensemble des éléments FA de petit h tel que H appartient à H. C'est-à-dire FA de H, c'est AA AH A-1 tel que H appartient à A. C'est l'ensemble, c'est exactement l'ensemble AH A-1. Donc l'image de ce groupe H par l'application FA est exactement AH A-1. Puisque FA est un endomorphisme, alors FA de H est un sous-groupe de G, donc AH A-1 est un sous-groupe de G. Mais si on n'aura pas l'idée que FA est un endomorphisme et l'image d'un sous-groupe par un endomorphisme est un sous-groupe, alors on doit utiliser la méthode classique. Alors soit H un sous-groupe de G, et on montre que AH A-1 est un sous-groupe de G. Alors, premièrement, on a l'élément neutre E égale CAE fois A-1. AE-1 c'est A-1 c'est E. Donc, il s'écrit cette forme. Parce que H, ce groupe, il contient l'élément neutre. C'est A-E A-1 tel que E appartient à H. Donc, E appartient à AH A-1. Donc, il différent l'ensemble vide. Maintenant, soit x, y, deux éléments de l'ensemble AH A-1. Donc, il existe H, H' de H tel que x égale à AH A-1 et y égale à H' A-1. Alors, on calcule x, y, moins 1. C'est AH A-1, x c'est AH A-1. Et y moins 1, c'est AH' A-1 moins 1. Donc, c'est AH A moins 1, donc je commence par ici. A moins 1, moins 1, c'est A. H' moins 1, H' moins 1, A moins 1. D'accord? Alors, j'aurai A moins 1, c'est l'élément neutre, donc égal à H' moins 1, A moins 1. Puisque cet élément appartient à H, pourquoi? Parce que H appartient à H, et H' appartient à H, H sous-groupe, donc son inverse aussi appartient à H. Le composé de deux éléments appartenant à H, il appartient à H. Puisque H' moins 1 appartient à H, donc H' moins 1', A moins 1 appartient à
grand H à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura que x, y moins 1 appartient à h à moins 1. Donc, à h à moins 1 est un sous-groupe de G. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice 2. Soit P un nombre premier et considérons l'ensemble AP qui est égal au quotient de M sur N. M appartient à Z, N appartient à N étoile, avec une condition que P ne divise pas N. Alors on doit vérifier que l'ensemble AP mené de deux lois isolées plus IF est un anneau commutatif. Alors si on remarque, pour ne pas faire beaucoup de calculs, si on remarque que AP s'écrit sous forme des quotients, alors il est inclus dans l'ensemble Q. Et puisque Q mené de la loi plus IF est un anneau commutatif, alors pour montrer que AP est un anneau commutatif, il suffit de montrer que c'est un sous-anneau. D'accord? Alors premièrement, on a 1 égale à 1 sur 1, et puisque P nombre premier, alors P toujours supérieur à 1, il ne peut pas être égal à ni 0 ni 1 parce qu'il est premier. Il doit avoir exactement 2 diviseurs. Donc P ne divise pas 1. D'accord? Pourquoi? Parce que P est strictement supérieur à 1. Donc la condition que 1, P ne divise pas 1 est bien vérifiée. Donc 1 appartient à AP. Maintenant, on prend deux éléments x, y dans AP et on montre que x moins y appartient à AP et aussi que x fois y appartient à AP. D'accord? Alors, x, y, deux éléments de AP, c'est-à-dire qu'il existe deux couples Mn, Mn', N', tel que Mn', ce sont des éléments de Z, N', deux éléments de N étoile, tel que x s'écrit sous cette forme et y s'écrit sous cette forme. X égale à M sur N et y égale à M' sur M' avec la condition que P ne divise pas N et ne divise pas N'. D'accord? Alors, x moins y, c'est n sur n moins n' sur n', c'est n' moins n' sur n'. Puisque P, nombre premier qui ne divise pas ni n ni n', alors il ne divise pas leur produit. Donc P ne divise pas le produit n fois n'. Donc la condition est vérifiée. On a n' moins n' appartient à Z. N' appartient à N étoile et P ne divise pas le produit N', donc il appartient à P qui implique que x moins y appartient à P. C'est la même chose pour x, y qui est égal à M sur N fois N' sur N', égal à N' sur N'. Puisque ce nombre N', P ne divise pas ce produit, alors x, y appartient à P, on peut conclure que AP plus P est un sous-anneau de Q, donc c'est un anneau commutatif. Maintenant, une petite remarque avant de passer à la question numéro 2. Alors, si on a un nombre P premier, alors P ne divise pas N, équivalent que P et N, ce sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que l'ensemble des diviseurs de P, ce sont 1 et P. D'accord? Alors, si P n'appartient pas à l'ensemble des diviseurs de N, alors il va rester que l'élément 1 qui est partagé entre les diviseurs de P et les diviseurs de 1. Donc P et N, c'est égal à 1. Donc ils sont premiers entre eux. Alors à la place d'écrire P ne divise pas N, on peut écrire que P et N sont premiers entre eux. C'est-à-dire le PGCD, le plus grand commun diviseur de P et N, c'est 1. D'accord? Alors maintenant, soit x, une petite remarque. Alors ici n sur n, on peut changer cette écriture n sur n par plus ou moins n sur n' sur n, tel que n' appartient à n et n appartient à n étoile et on ajoute ici plus ou moins. C'est-à-dire si n est positif, alors on peut la remplacer par n'. Si n est négatif, on peut la remplacer par moins n
N'. Alors, soit x égale à plus ou moins N' sur N appartenant à P étoile, c'est-à-dire à P sauf l'élément neutre quand M égale à 0, c'est-à-dire que N' appartient à N étoile, et aussi on a toujours N appartient à N étoile, tel que P et N sont premiers entre eux. D'accord? Alors, puisque P est un nombre premier, alors quel que soit le nombre N' appartient à N étoile, on aura deux cas. Soit P divise N', soit P ne divise pas N'. P ne divise pas N', c'est-à-dire que P et N' égale à 1. Alors, premier cas, si P et N' sont premiers entre eux, si P et N' sont premiers entre eux, alors puisque x différent de 0 appartient à P étoile, alors il est inversible dans Q, parce que Q est un corps. Alors, il est inversible. Donc, ils sont inverses. X moins 1, c'est plus ou moins N sur N'. D'accord? Puisque N' vérifié que P et N' sont premiers, c'est-à-dire que P ne divise pas N', alors X moins 1 appartient à P. Alors, quel que soit le nombre qui s'écrit sous cette forme, tel que P ne divise pas N' et P ne divise pas N, alors il est inversible. Alors, deuxième cas, si P divise N', alors cela implique qu'il existe K appartient à Z, alors on peut écrire X sous forme de KP sur N. K appartient à Z. D'accord? On suppose que cet élément est inversible. On suppose que cet élément qui appartient à P est inversible. C'est-à-dire que x moins 1 égale à N sur Kp appartient à P. Puisque N sur Kp appartient à P, cela implique qu'il existe N second appartenant à Z étoile fois N étoile, tel que N sur Kp égale à N sur N second. Et on a toujours P et N second sont premiers entre eux. Alors, il s'écrit sous cette forme. D'accord? Alors, puisque N sur Kp appartient à l'ensemble AP, alors cet élément N sur Kp, il s'écrit sous cette forme. Il s'écrit sous forme de N sur N second avec la condition que P ne divise pas N second. C'est-à-dire que P et N second sont premiers entre eux. Alors cela est équivalent que N fois N second égale à MKP. D'accord? Alors c'est-à-dire que P est un diviseur de Nn', c'est-à-dire que Nn' est un multiple de P. Pourquoi? Parce que Nn' égale à Mk fois AP. Cela implique, on a dit que P divise N second, ici second. Puisque P et N second sont premiers entre eux, alors d'après théorème de Gauss, P divise N second et P et N second sont premiers entre eux, alors cela implique que P divise N, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que P et N sont premiers entre eux, c'est-à-dire que P ne divise pas N. Alors, on peut conclure que l'ensemble des éléments inversibles, ce sont exactement les éléments qui s'écrivent de la forme plus ou moins N' sur N, tel que N' appartenant à N étoile au carré, et P ne divise ni N', ni N, c'est-à-dire que P est premier avec N' et N. Alors, un exemple d'élément qui est inversible et différent de 1, alors on peut écrire que P moins 1 sur P plus 1 est un élément inversible. Pourquoi? Parce que premièrement, on a toujours P supérieur strictement à 1, donc P moins 1 est inférieur strictement à 0. Et on a P ne divise pas P moins 1 parce que P moins 1 il est inférieur à P.
et P ne divise pas P plus 1, d'accord? Pourquoi? Parce que P est un nombre premier, alors P ne divise pas P plus 1, donc P moins 1 et P plus 1 est inversible et son inverse c'est P plus 1 sur P moins 1. Alors, autre question dans la même question 2, alors de dire si l'anneau AP est intègre. C'est-à-dire qu'il ne possède pas des diviseurs de 0. Oui, pourquoi? Parce que Q est un anneau intègre. Et puisque AP est un sous-anneau de Q, alors AP aussi est un anneau intègre, c'est-à-dire qu'il ne possède aucun diviseur de 0. On passe à la troisième question. Alors, question 3, on considère l'ensemble I qui est égal à N sur N tel que P divise N, un sous-ensemble de AP, c'est-à-dire que N et P, c'est-à-dire que P ne divise pas N. P et N, alors on ajoute ici la condition que P et N égale à 1, c'est-à-dire P ne divise pas N, alors on doit montrer que I est un idéal de AP. D'accord? Alors on doit montrer que IP est un idéal à gauche et à droite. Mais puisque AP est un anneau commutatif, alors il suffit de montrer que I est un idéal à gauche ou bien idéal à droite. Et la commutativité signifie que c'est un idéal bilatère. Alors, premièrement, on a P égale à P sur 1 avec P divise P. D'accord? P divise P. Alors, E1, IP et 1 sont premiers entre eux. Alors, les deux conditions sont vérifiées. Alors, les éléments de E, ils nécessitent deux conditions. P divise N et P et N sont premiers entre eux. Alors, les deux conditions sont vérifiées pour l'élément P. Donc, P appartient à E et il est différent de l'ensemble B. Maintenant, soit x égale à m sur n et y égale à m' sur m', deux éléments de i. C'est-à-dire que P divise m et P et n sont premiers entre eux, et aussi que P divise m' et P et m' sont premiers entre eux. Alors, on calcule x moins y. X moins y, c'est m' moins n m' sur n m'. D'accord? Alors, on a première condition, puisque P premier avec M' et P premier avec N, alors P est premier avec N, M'. Première condition. Deuxième condition, on a P divise M et P divise M' implique qu'il existe K' de Z, tel que M est un multiple de P, c'est-à-dire M égale à Kp, et M' est un multiple de P, c'est-à-dire M' égale à K'P. Alors, je multiplie ici par M' et je multiplie ici par N et je fais la soustraction. Donc, j'aurai N' fois M, c'est N' Kp moins N fois N' fois M', c'est N K'P. Je factorise par P, alors j'aurai M'K moins Nk', c'est-à-dire que N'M moins N'M' est un multiple de P, c'est-à-dire que P divise N'M moins N'M'. Alors on a trouvé que cet élément N'M' est premier avec P et cet élément N'M moins Nm est divisible par P. Donc x moins y appartenant à l'ensemble A et. Alors il ne reste que montrer que la troisième point. D'accord, on a montré premier point, deuxième point. Alors il nous reste troisième point. Soit A égale à M sur N appartient à l'ensemble AP et x égale à M' sur M' appartient à E. Alors on a N est premier avec P et aussi N' est premier avec P et aussi que P divise M'. D'accord? Alors AX, le produit AX nous donne que M' sur N'. Alors on n'aura que
P et N prime sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que P est premier avec N et aussi premier avec N prime. Donc il est premier avec N prime. Et puisque P divise N prime, alors P sera divisible. Il divise aussi M, le produit N prime. D'accord, alors on a trouvé les deux conditions sont bien vérifiées, que P divise M prime et aussi que P est premier avec N prime. Donc, et on a P est premier avec N prime, donc AX appartient à P. Donc, et P est un idéal à gauche, conclusion I est un idéal de AP. Maintenant, on va montrer que I égale, c'est exactement P à P. D'accord? Alors, on va utiliser double inclusion. Soit X égale à M sur N appartient à I, c'est-à-dire que P divise M et P et N sont premiers entre eux. Alors, P divise M implique qu'il existe K appartient à Z, tel que M égale à PK. Alors, je remplace M par PK, je trouve que X égale à P fois K sur N. Alors, puisque P est premier avec N et K appartient à Z, alors on n'aura que K sur N appartient à AP. Alors, cet élément K sur N appartient à AP, c'est-à-dire que X appartient à P. Donc, on a prenez X élément quelconque de I, on a trouvé que cet élément X appartient à P, donc I inclut donc PAP. Alors, deuxième inclusion, on a soit X appartient à PAP, d'accord? Soit X appartient à P, donc X sera écrit sous forme de P fois M sur N, tel que M sur N appartient à P, c'est-à-dire que M appartient à Z, N appartient à N étoile, et P et N sont premiers entre eux, donc X égale à PM sur N, puisque P divise l'élément PM, P divise PM, alors X appartient à I, on aura les deux conditions bien vérifiées, P divise M, on a ici P divise PM et N premier avec P, donc X appartient à I, on a pris X appartient à l'ensemble PAP, on a trouvé que c'est X appartient à I, donc PAP inclut dans I. Donc d'après première inclusion ou deuxième inclusion, on conclut que I égale à PAP. C'est fini pour cette vidéo, à très bientôt.